C'est un réel plaisir de vous retrouver dans Lady vous écoute. C'est la rentrée au moment où est enregistrée cette émission. Nous parlons de la rentrée artistique, littéraire parfois. Aujourd'hui, après le cinéma que nous espérons que vous avez bien partagé l'édition précédente, nous allons parler de peinture, de sculpture, de céramique, de beaucoup d'art en tout cas, mais aussi et surtout du rôle social des arts. Oui, avec nos invités du jour, nous allons d'ailleurs les recevoir ensemble. Nous allons revoir comment ils refont le monde. Monsieur le Président Louis Trachinsu, vous êtes le président des artistes de Ménilmontant. Bonjour. Bonjour, madame. Merci à vous d'être venu nous parler d'une actualité, car cette actualité d'ailleurs qui nous rassemble, nous en parlerons tout à l'heure. À vos côtés, Muriel Dumoulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sculptrice et céramiste. Oui. Merci d'être présente. Et puis, nous avons avec nous aussi Pascal Convert, vous êtes graveuse. Bonjour. Vous serez présente, bien évidemment, lors de cette rencontre. Et je voudrais vous remercier en vous présentant Pauline Pierné pour la mise en relation avec le collectif des artistes de Ménilmontant. Bonjour, Pauline. Bonjour, Lady. Merci d'être là. Vous êtes référente du parc immobilier Boyer, c'est la fondation Le Body. Vous nous direz pourquoi est-ce que vous avez souhaité que nous puissions rencontrer ce collectif et puis vous êtes là pour nous parler de ce que vous faites. Alors, si vous êtes d'accord, je voudrais proposer que nous puissions découvrir à l'affiche déjà les artistes de Ménilmontant, c'est la journée porte ouverte. Nous avons donc un affichage écran qui va se faire. Plus de 200 artistes, vous nous disiez? Plus de 100. Plus de 100 artistes. Bon, j'étais généreuse. Voilà. Vous pouvez les rejoindre, vous qui nous regardez. Voilà, on peut le voir, on peut la voir cette affiche-là. Porte ouverte donc, c'est du 25 au 28 septembre 2025. Et vous allez découvrir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont tous des habitants de Ménilmontant nécessairement? Pas nécessairement. Il y en a qui habitent un peu plus loin et d'autres qui viennent encore plus loin, c'est-à-dire parfois même de province. Parce Oui. que depuis quelques années, avec les problèmes de Covid, certains de nos artistes nous ont pas quittés définitivement. Ils se sont délocalisés. Se sont délocalisés plutôt, mais qui continuent à être fidèles et à participer aux portes ouvertes. C'est une excellente chose. Nous parlons du rôle social des arts. Est-ce que c'est du pur divertissement seulement? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Certainement. En tout cas, dans le dépliant que j'ai entre les mains, il est indiqué quelque part que les artistes de Ménilmontant, en plus de promouvoir leur art, souhaitent aussi continuer leur démarche de réflexion, d'échange et d'insertion au sein de leur quartier. La question du rôle social, cela vous parlait, je vous ai entendu échanger à ce sujet. Je voudrais qu'on en vienne à ce point-là. C'est-à-dire que comme de plus en plus on a de moins en moins d'ateliers, c'est-à-dire disons de lieux ouverts pour les artistes, et on a quand même des rapports avec des différents services sociaux, c'est-à-dire des centres sociaux, des centres venant de la CAF ou même en rapport avec aussi les différentes paroisses qui sont autour de Ménilmontant pour permettre aux artistes de trouver des lieux d'exposition lors des portes ouvertes. Et il n'y a pas que des artistes, certains artistes ont leurs propres ateliers, d'autres n'en ont pas, ce qui fait chaque année, lorsqu'on fait des portes ouvertes, en tant que président et avec l'équipe, on essaie de trouver des lieux d'exposition différents et donc on essaie d'élargir un petit peu notre espace. On a le nom de Ménilmontant parce qu'on est entouré au niveau localisation, c'est-à-dire par le boulevard Ménilmontant, la rue de Ménilmontant, mais on étend un peu plus loin parce que comme il ne faut pas oublier que dans le 20e arrondissement, nous avons 3 associations d'artistes. Et donc ça fait à peu près presque 600 artistes qui appartiennent à ces 3 associations. On a les artistes de Père-Lachaise, les artistes de Belleville et nous, en tant qu'artistes Ménilmontant, nous essayons de décaler chaque année nos différentes portes ouvertes pour que le public du 20e et d'ailleurs autour de Paris puisse venir rendre visite à tous les artistes pour les découvrir. Et chaque année, on a toujours des nouveaux artistes. Vous êtes donc loin de la place parisienne, mais notre rôle aussi, c'est de tisser du lien social. Voilà pourquoi nous vous partageons cet agenda. Et nous voulons aussi susciter des vocations. Vous êtes artiste en herbe, professionnel, peu importe. Vous avez quelque chose certainement que vous pouvez apporter. Je vous laisse la parole. Je voulais juste dire que le principe des portes ouvertes, c'est justement de permettre à un public qui, parfois, n'a pas l'habitude d'aller dans les lieux dédiés à la peinture, photographie, sculpture, comme les musées ou les galeries,
Et là, du coup, ils ont la capacité, la possibilité de voir et des œuvres d'art et de nous rencontrer, puisqu'on s'engage à être présent sur les 4 jours pour recevoir le public. Car c'est important que l'artiste puisse être en contact avec le public et que le public puisse rencontrer ceux qui font ces belles choses. Dans ce que nous disait, qui nous était dit par Muriel, le public n'a pas forcément, un certain public n'a pas forcément la possibilité dans des lieux où il y a des expositions. Seriez-vous d'avis que finalement les arts restent quelque chose de plutôt élitiste ou pas? Oui, je pense que malheureusement c'est le cas. Les gens s'y intéressent en général par le biais de la mode et des réseaux sociaux de plus en plus maintenant, et de venir toucher du doigt concrètement tous ces matériaux artistiques en fait, parce que l'art c'est beaucoup du matériel, du matériau et presque par moments de l'artisanat. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir leur expliquer comment les diverses techniques qui nous semblent presque ordinaires, alors que l'image a tout envahi. Mais ce n'est pas que de l'image. Bon, alors plutôt que d'en parler seulement, on va commencer à découvrir. Avant que de cheminer dans cette discussion, je voudrais là, Pauline Pierné, quand on voit ce que vous nous avez montré, on va le découvrir à l'écran aussi, les couleurs de Nouk, beaucoup de couleurs qui campent comment je vais dire, qui campent certainement aussi le continent africain. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre à peindre, tout simplement? Alors, c'est déjà mon vécu. Oui. Je tire donc cette inspiration de mon enfance. J'essaye de représenter c'est-à-dire la scène joyeuse de l'Afrique. Oui. Parce que vraiment, j'ai été baignée dans cette scène-là. On peut les voir à l'écran, oui, allez-y. Exactement, et cette inspiration est restée. Et cela, je me dis, il ne faut pas oublier les racines, d'où on vient. C'est important de vraiment représenter, surtout quand il y a un certain don qui est en soi, voilà, de le représenter. C'est cette envie de représenter l'Afrique profonde qui m'a vraiment donné, qui m'a poussée à peindre. Et qu'est-ce qui vous inspire? On voit la mer, l'enfant, la campagne. Vous vous dites, là, je vais faire ceci, ou est-ce que c'est au fur et à mesure du pinceau qu'il se pose et qu'il s'impose? Peut-être quelque chose à vous? Effectivement, c'est ça. Je m'inspire de rien. En fait, je m'inspire déjà de mon enfance, comme je vous ai dit. Oui. Et quand j'ai une toile devant moi, voilà, donc ça vient tout seul, parce que l'idée est déjà là, c'est sûr. Mais je me dis, en tant qu'artiste, on crée. Voilà, on crée, et que c'est un don, c'est un talent. Voilà, donc quand j'ai une toile, j'accouche ce que j'ai en moi. Et je me dis, voilà, donc en tant qu'artiste, quand on est artiste, que ce soit chanteur, on a envie, c'est-à-dire quand on regarde nos toiles, d'inspirer les autres. C'est comme une musique. Quand il y a une musique, on a envie de danser. Pourquoi on a envie de danser? Parce qu'il y a une mouvance quelque part qui nous pousse à danser. L'art aussi, ce qu'on représente au public, il faut qu'il y ait une attraction à ce qu'on représente au public. Vraiment que ce soit profondément ce qu'on avait en soi, qu'on a représenté sur la toile. Donc pour pouvoir... voilà quoi. Mais merci pour ces précisions. Je voudrais que vous qui nous regardez, amis téléspectateurs, que vous puissiez vous dire que vous n'êtes peut-être pas aujourd'hui artiste, mais demain, sait-on jamais. Nous voulons susciter des vocations. Est-ce qu'on est naître artiste ou on le devient? Voilà, je jette cela comme ça dans le cosmos. Vous allez peut-être réconcilier d'aucuns avec ces aspects-là. Je pense que ça peut venir après, c'est-à-dire c'est aussi dans l'éducation, dans la culture de la familiale parfois. Et c'est mon cas où c'est du côté de mon père qui m'avait appris la photographie très jeune, et c'est comme ça que c'est devenu une passion. Et je pense que aussi par la vie normale, un peu comme le cas de Pauline, et moi je viens d'ailleurs, et j'avais vécu aussi des... C'est où l'ailleurs? D'ailleurs, c'est-à-dire l'Asie, c'est-à-dire le Cambodge, le Vietnam et tout ça. Oui. Avec des événements qui sont assez dramatiques, mais ça n'empêche qu'il faut qu'on puisse sortir de c'est-à-dire de ce passé dramatique, et pour trouver la joie dans ses propres passions, c'est-à-dire soit les arts, soit la lecture ou autre. Ça fait partie de la culture et c'est important. Et cette culture, on peut entraîner les enfants comme ça aussi par l'intermédiaire des arts plastiques. Et chez nous, au niveau des artistes ménilmontants, on a une artiste qui, tous les ans,
fait une exposition en faisant participer les élèves des écoles pour qu'ils puissent faire aussi des dessins en accord avec les enseignants. Et c'est important. Si vous voulez donc vous aussi rester dans cette dynamique de pouvoir apporter votre empreinte dans le monde au sein duquel vous vivez, qui n'est peut-être pas comme vous voulez, retenez et prenez des notes, que vous pouvez vous aussi vous y mettre. Pendant que je vous redonne la parole, je proposerai qu'on voit à l'antenne défiler les quelques vidéos que vous nous avez envoyées de vos réalisations. Qu'est-ce qui vous inspire donc? Est-ce que ce sont ces situations dramatiques du vécu en Asie ou toute autre chose? Quel est votre point d'entrée? C'est-à-dire autre chose, je pense que c'est dans les arts et ce que surtout, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter de la joie aux gens. Oui. Même si on a vécu quelque chose de dramatique, cela n'empêche qu'il faut redonner vie et c'est important. C'est donc là le rôle social quelque part qui part déjà. Là, on voit vos réalisations et merci de nous avoir partagé vos vidéos. C'est une manière de dire si le monde est tout rouge, il peut être tout vert. Non, mais je pense que le constat parfois dans la vie réelle, parfois c'est un peu, on est un peu pessimiste, mais ça n'empêche qu'il faut trouver une autre voie pour redonner vie à tout ce qui nous entoure, surtout la nature et les autres. Et je pense que quand on regarde, par exemple, moi je suis un passionné de tout ce qui vient de la lumière, c'est-à-dire du soleil, et j'ai toujours adoré prendre des photos de coucher ou de lever de soleil. Et ça donne, avec ce genre de lumière, ça donne vie. Et c'est important. Cela nous donne de rappeler à vous qui êtes où vous vous trouvez, ne vous dites pas nous sommes privés de lieux d'exposition, puisqu'il y a une phrase qui dit quelque part dans la Bible, précisément, regardez la nature, elle vous enseigne. Et quand vous parlez de coucher de soleil, quand vous parlez de lumière, ce sont déjà des choses qui sont dans le monde au sein duquel on vit. C'est peut-être une question de regard, mesdames. Est-ce que vous êtes d'accord, Pascal, Muriel, le fait que le regard que l'on porte sur les choses en lui-même déjà, mon père de regrettée mémoire disait la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je te laisse la parole. Oui, certainement. D'ailleurs, c'est une histoire de goût aussi, de culture, comme on a appris à regarder, si on a été formé à l'école ou si on a appris seul. Il y a quand même toute une culture qui diffère selon les pays d'origine aussi, sur le regard qu'on porte sur l'art et qui se modifie constamment. Mais je ne sais pas quoi ajouter de plus. Eh ben, je vais vous poser la question, à quoi cela sert-il? Parce que parfois, un enfant qui est en train de faire quelque chose sur sa feuille, les parents pourraient considérer que ce sont des gribouillis, alors que c'est peut-être Mozart qu'on assassine si on ne l'encourage pas. Je crois, ce qui est important, c'est de permettre à chacun de nous d'exprimer ses ressentis intérieurs. Après, qu'il soit ou non talentueux, je dirais que ça, c'est une autre chose. Mais chacun a le droit d'exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur. Vous nous dites que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Alors... la responsabilité est lourde, là. Oui, quand même. Mais oui, d'une certaine façon, ça se discute parce qu'effectivement, suivant les cultures, les époques, le beau n'est pas le même. Après, je dirais quand même que parfois, on peut dire que quelqu'un a le droit de s'exprimer, mais que c'est peut-être mieux qu'il le garde chez lui. Alors, entre la gravure, la sculpture, la céramique, on a d'autres photos que l'on va voir défiler. Je laisse le choix et la lourde responsabilité à Romain, à la régie, de voir défiler les autres créations pour que vous puissiez nous dire chacune qu'est-ce qui vous inspire, que vous soyez là, voilà. Ça, c'est la sculptrice. Oui. Dites-nous, puisqu'on voit à l'antenne... Alors, moi, j'ai une façon de travailler depuis quelques années, parce qu'au fur et à mesure d'une pratique, notre cheminement créatif évolue. Je dirais que quand j'ai commencé à faire du modelage ou de la céramique ou de la sculpture, on dit comme on veut, j'exprimais mes émotions de façon symbolique, voilà. Maintenant, je dirais que alors, toujours... De mon point de vue, j'exprime mes émotions. Après, ça touche ou pas le spectateur. Mais j'aime bien aussi, parce que moi, ça me libère, m'imposer une contrainte formelle qui m'oblige du coup à réfléchir autrement. En l'occurrence, là, c'est travailler avec... là, c'est un cep de vigne.
J'y ai vu un dragon. Après, en charge pour moi de faire que le dragon émerge de ce cep de vigne. La pièce d'avant, il y avait un morceau d'écorce. Ça m'a... Vous l'avez transformé en poisson. Je l'ai transformé en poisson, voilà. Mais après, c'est une façon de faire qui m'appartient. Ce qui est vrai pour moi ne va pas l'être pour Pascal ou pour Pauline ou pour Louis. Ni pour ceux qui nous regardent. Ni pour ceux qui nous regardent. Et ce qui est intéressant, c'est, je dirais, on met chacun ce qu'on veut dans nos créations, mais le spectateur, lui, va y projeter quelque chose qui lui appartient à lui. Amis téléspectateurs, vous êtes donc interpellés, vous projetez quelque chose qui vous appartient à vous. Nous allons regarder vos gravures, Pascal, et ensuite nous rentrerons donc dans cette discussion. Qu'est-ce qui vous inspire, la gravure ? Alors la gravure, comme n'importe quelle autre façon de créer que j'ai pu avoir avant, puisqu'avant je faisais de la laque, ça, en général pour moi ça part plus de la matière. J'aime beaucoup la peinture abstraite et je n'aime pas imposer aux gens une image déjà faite. Enfin je n'aime pas, ça ne me vient pas à l'esprit. Donc je vais plutôt partir d'un travail concret, de matériaux, et puis qui va petit à petit, un peu comme Muriel, me donner des idées qui vont avoir souvent à faire avec la nature, en réalité. Mais c'est plus en partant du matériau et de la couleur que je vais en faire quelque chose qui me semble à moi plutôt beau, je dirais. J'ai quand même une vague idée d'une espèce d'idéal du beau, comme à la Renaissance, Oui, qui est moi aussi. peut-être complètement désuet à l'heure actuelle, mais auquel je suis attachée, je pense aussi dû à notre éducation. Quand on a eu une éducation un tant soit peu académique sur l'art, on a toujours cette idée en arrière-fond. Voilà, nous avons donc fait le tour des réalisations de nos invités. Et à quoi sert donc l'art? C'était la question que l'on se pose. Comment l'art, les arts peuvent-ils participer à prendre leur pleine place au sein du monde auquel nous vivons et à apporter quelque chose, à améliorer, à changer la donne? C'est de cela dont nous allons parler. J'aimerais que l'on revienne à vous, Pauline Pierné, dans un autre contexte. Vous aviez cette exposition au Fonds monétaire international il y a quelques années, 10 ans en arrière déjà. Oui. Peut-être que je me trompe. On va 11 ans, continuer je à crois. regarder 11 ans. On va regarder vos réalisations. Quand vous avez donc fait ces expositions dans ce lieu-là, quelle a été la réaction du grand public? Alors déjà, c'était dans le cadre de la francophonie et c'était, en fait, le public, ils étaient impressionnés Oui. parce que, voilà, donc j'ai représenté les couleurs qui m'inspirent Oui. avec d'autres artistes. On était, je pense, 3 artistes. C'était vraiment, le public a beaucoup aimé. Et, Ça, c'est un beau coucher. ouais. Coucher de soleil assorti à qui l'a décidé. Très beau. Oui. Merci. C'est magnifique. Le public a aimé et le but, c'est d'exposer et aussi de se faire, en fait, d'avoir une idée derrière, de promouvoir quelque chose et plus tard de vendre aussi. J'allais en Sinon- venir. Alors, vendre justement. Alors, toutes les toiles que nous voyons là, d'aucunes ont donc été vendues, Oui. mais il nous tenait à cœur de pouvoir les partager en visuel donc à nos amis téléspectateurs. Est-ce que le prix des créations artistiques est à la portée du plus grand nombre? Qu'en pensez-vous personnellement, Pauline? Je pense que oui. Quand on a une œuvre, pour les personnes qui aiment l'art et qu'on est amoureuse de cette œuvre, on fait tout pour l'avoir. Vous savez, parce que les œuvres, des fois, c'est unique. Oui. Il y a certains artistes qui réalisent une œuvre, des fois, qui ne veulent pas la vendre. Parce que les artistes savent peut-être qu'ils ne pourront plus refaire cette œuvre. Mhm. Alors pour moi, une œuvre d'art, franchement, n'a pas de prix. Ça dépend comment le peintre va décider peut-être de vendre ses œuvres. Et moi, je pense aussi que le public ne devrait pas critiquer si on trouve une œuvre, par exemple, qui coûte 200 € ou 100 € ou 1000 €, de critiquer le prix des œuvres parce que c'est vraiment, comme je vous disais, c'est une histoire d'amour. Plus l'artiste est en amour avec sa création, plus le prix monte. Est-ce que c'est ce que vous nous dites? Il ne veut pas s'en défaire, donc il met un prix tel qu'on puisse ne pas l'acheter normalement. Certains artistes, Certains artistes. oui. Bon, alors voilà, les arts aussi, donc ce sont des disciplines qui ne sont pas que, je le disais au début de ce programme, qui ne participent pas que du divertissement. Il y a une intention, nous dit-on, peut-être initiale ou
que l'artiste lui-même peut découvrir au fur et à mesure qu'il crée ce qu'il fait, pour apporter son empreinte au sein du monde auquel il vit et pour les acquérir. Que faire donc pour pouvoir pallier à cette question? Parce que vous l'avez évoqué, il est des artistes, des artistes que le public ne peut pas voir parce qu'ils sont au Fonds monétaire international, dans des musées, dans des endroits qui ne sont pas accessibles. Comment faire pour démocratiser ces choses, puisque nous parlons de ce qui peut se passer en termes d'apport social? C'est-à-dire qu'il y a une grande partie chez nous, par exemple, au niveau des artistes mini-montants, nous avons à la fois des professionnels et des amateurs. Donc, les amateurs, ce sont ceux, soit certains sont autodidactes, d'autres qui ont suivi une formation d'art, tandis que les professionnels, beaucoup aussi ont suivi une formation d'art, mais pas obligatoirement. Et c'est important aussi pour certains artistes d'être autodidactes par la passion, par ce qu'ils ont découvert dans leur vie. Et c'est intéressant de voir si en fin de compte ça vient aussi, ce que vient de dire Pauline aussi, au niveau d'une œuvre d'art, on ne peut pas juger du prix parce que c'est le prix de l'imagination, de la création de l'artiste. Le temps de réflexion est important. Et beaucoup de gens, en regardant une œuvre, parfois en regardant le prix, on entend parfois des réflexions disant mais c'est cher et tout. Mais ce n'est pas un problème de prix, c'est un problème de penser que l'artiste, pour sa création, pour créer une œuvre, prend du temps pour réfléchir, pour voir ce qui peut, en fonction de parfois certains artistes aussi, comme les anciens artistes d'autrefois, c'est-à-dire ces artistes, parfois ils peuvent retravailler une œuvre. Parfois ils ne sont pas satisfaits et c'est normal, c'est le temps passé. Et beaucoup de gens oublient qu'il y a ce temps-là qui est comptabilisé dans le prix, parce que c'est ce que j'appelle moi, entre guillemets, c'est aussi de la main-d'œuvre. Et sous blanc, les gens oublient. Mais c'est aussi au niveau des arts, c'est aussi un problème aussi d'objectivité et de subjectivité. Souvent, quelqu'un qui regarde une œuvre d'art peut ne pas aimer une œuvre d'art, mais d'autres, en arrivant, peuvent aimer. Ça dépend. C'est très subjectif. Les critères esthétiques, c'est très variable. C'est d'une personne à l'autre. On ne peut pas baser sur ses propres critères pour juger une œuvre. Voilà, amis téléspectateurs, vous avez certainement, vous aussi, le désir de pouvoir acquérir des œuvres d'art. Vous trouvez que le prix est exorbitant, mais on nous l'a dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Au-delà de cet aspect, il est vraiment des choses qui restent tout à fait accessibles. Je voudrais vous proposer en quelques instants de découvrir un agenda en images. Cette fois-ci, c'est une autre discipline artistique, c'est la danse. La rumba à Paris, je danse la rumba. Nous allons regarder cela. Quand on voit arriver la Tour Eiffel, on ne sait pas toujours que derrière cela, il est des publics, ici même sur la place parisienne, qui vont se retrouver à l'initiative d'un invité que nous avions déjà reçu dans une autre émission, Monsieur Christian Kader Keita. Nous regardons le Je danse la rumba. Paris, la ville lumière, vous invite à vivre une soirée exceptionnelle. Le 15 novembre 2025, plongez au cœur de la culture congolaise lors de notre dîner gala dédié à la rumba congolaise. Rejoignez-nous dans le cadre prestigieux de l'hôtel intercontinental Paris-Champs-Élysées pour une soirée d'élégance, de saveurs et de rythme endiablé. Dégustez un menu gastronomique aux saveurs congolaises dans une ambiance conviviale et raffinée. À partir de 19h, le 15 novembre 2025, vivez la passion de la rumba portée par des artistes de renom et dansez jusqu'à minuit. Ne manquez pas cette occasion unique de célébrer la culture congolaise à Paris. C'était là notre agenda, donc ne manquez pas de vous mobiliser si vous voulez danser la rumba à Paris. Qui sur le plateau, j'ai vu des têtes bouger, danser. Je vous laisse commenter ce que vous avez vu, ce que ça a suscité en vous, Pascal. Personnellement, j'ai dansé pas mal sur ce genre de musique quand j'étais étudiante. Oui. J'étais étudiante à Bordeaux et il y avait une grosse communauté d'outre-mer et on allait dans des balles de rumba et j'en garde un souvenir ému. Bon, peut-être faudrait-il que je m'y remette. Mais c'est une invitation justement à participer à cet instant-là. Et je vous ai vu acquiescer aussi, Monsieur le Président. Parce que c'est-à-dire que dans ma vie d'étudiant, j'ai animé parce que j'avais toujours adoré la musique aussi. C'est aussi une culture venant de la famille aussi.
Et jeune, je faisais en même temps, de temps en temps, pour les amis de mes parents, je faisais des démonstrations de danse des années 60, comme on dit. Je suis un nostalgique des années 60 en même temps. Et ça m'avait donné l'idée de, pendant très longtemps, j'ai toujours adoré, en suivant, avec la guerre, mais la musique permet aussi ce qu'on appelle adoucir un peu aussi les mœurs. Les mœurs. Et donc c'est la phrase est sortie. Je savais qu'en 52 minutes, on allait y arriver. Et c'est très important. Et ce qui fait que dans ma vie étudiante, j'avais quand même, en tant que disc jockey, j'avais animé des soirées dansante pour des amis. Waouh! Oui, parce que je me suis équipé et j'ai toujours, en tant que disc jockey, souvent dans les fêtes, c'était toujours moi qui commençais un peu pour faire bouger les gens. Je pense que beaucoup de personnes se résistent un petit peu, ont peur, ou parfois, surtout, je pense qu'au niveau des hommes, souvent c'est une certaine, disons, fierté un peu mal placée des hommes, parce que souvent quand les hommes ne savent pas danser, ils n'osent pas se lancer. Tandis que les femmes ont plus l'habitude de se lancer. Ah oui, comment cela? Eh ben, je ne sais pas, mais c'est comme ça que j'ai appris en animant des soirées dansantes, et c'est comme ça que j'ai compris que les femmes aiment bien, c'est-à-dire elles résistent un peu moins, c'est-à-dire qu'à la pression, je ne peut-être pas. Pardon? Je ne sais pas, mais je crois que c'est ça, parce que les femmes, je crois que c'est peut-être aussi instinctivement, elles ont quelque chose de différent par rapport aux hommes. Elles n'ont pas cette fierté-là, ce qui fait cette fierté mal placée, vous voulez mal placée, dire. Exactement. Bon. C'est cadeau pour vous, mesdames. Dans Lady vous écoute, nous voyageons avec la peinture beaucoup aujourd'hui. D'autres disciplines artistiques de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, puisque nous y sommes. Et vous l'avez entendu, et nous espérons que vous vous appropriez cet aspect-là. Il y a véritablement un rôle social des arts. Et nous disait Monsieur le Président des artistes de Ménilmontant, chacun peut impacter, chacun peut apporter quelque chose, et puis cela peut faire toute la différence, d'abord en soi, et puis autour de vous. Voulez-vous réagir sur la musique peut-être Bien, moi j'ai dansé le tango argentin pendant une vingtaine d'années. C'est un confessionnal ce matin, je vous assure, chacun fait quelque chose, oui. Alors, vous avez dansé le tango argentin. Ah, mais c'est magnifique. Donc, rien, alors il se trouve que peut-être c'est pour ça, mais j'ai une grand-mère que je n'ai jamais connue, mais qui était argentine. Oui. Et en tout cas, moi, la musique du tango est une musique qui me touche. Et par ailleurs, je n'aime que les danses à deux. Autrement, m'agiter toute seule, ça m'amuse 30 secondes et après je m'ennuie. Ce que je trouve d'intéressant, c'est la connexion entre les deux personnes. Le pas de deux, comme on dit si bien en danse classique. Après, que ce soit le tango, la rumba ou la valse ou... Le paso-dub et tout le reste. Ou le slow. Ouais, Bon. le slow, il faut avoir quand même une intentionnalité. Pas du tout, c'est juste une musique. Voilà, dans Lady vous écoute. Pauline, je ne vous ai pas interpellé sur la rumba. Peut-être qu'avant de rentrer dans notre deuxième partie d'émission, voulez-vous peut-être dire un mot? Est-ce que cela vous suscite quelque chose de particulier ou pas? Alors moi, j'ai fait une année de danse bachata. Oui. Et voilà. Mais mon époux, il est fan, je vais dire fan. Il prend les cours de bachata, alors c'est des cours de... c'est pas kizomba, mais c'est des cours de salsa. De salsa. Bon, voilà. Elle n'est jamais loin de la rumba, la voilà, salsa. c'est ça. Donc, il a un niveau avancé et vraiment, c'est un passionné de danse. Bon, alors, petit clin d'œil à vous, Monsieur Pierné. Je voudrais vous proposer, amis téléspectateurs, que nous regardions un autre extrait. C'est tout autre chose encore. C'est de la discipline artistique. Alors que nous allons faire un changement de plateau, nous avons une autre invitée pour entrer dans un aspect qui est en lien avec l'art et ce que l'art peut apporter. Nous allons là, pour l'instant, donc regarder un extrait de film. C'est le cinéma, ce sont donc des arts, c'est le 7e art. Ce film est de Mary-Noël Niba, qui est actuellement au Cameroun et qui campe là un extrait d'un artiste qui nous a quittés, l'humoriste Narcisse Kokam. On regarde cela et surtout on écoute ce qui est dit dans cet extrait parce qu'il s'y passe, il y est question, si j'arrive à le dire, d'une situation sociale. On regarde ceci, à tout de suite. Il me faut un enfant. Il me faut une femme féconde. Je n'arrive plus à supporter la pression que me mettent mon mari et sa sœur pour faire un enfant.
Celle qu'il te faut, c'est la fille de son. Tu sais que tu peux me rembourser cet argent plus vite même que tu ne le penses. La fille, elle me plaît. Claire et sa mère ont d'autres projets. Tu me vois acceptant d'épouser un homme qui n'a aucune considération pour son épouse. Tu veux dire que si t'encapes l'homme millionnaire là, s'il est sérieux, tu n'iras pas? D'où viens-tu à cette heure-ci? Tu me sais ses coups dès aujourd'hui. L'enfant de l'amour, donc c'est un film de Marie-Noëlle Niba, je le rappelle. Vous pouvez donc regarder à nouveau ce que nous avons présenté et qui nous parle de ces situations sociales, alors que vient de nous rejoindre sur le plateau une autre invitée, Sandra Yoka. Bonjour Sandra. Bonjour Jolie. Merci d'être là. Vous êtes écrivaine et fondatrice de R. Vous avez à votre actif cet ouvrage Vivre pour revivre. Je vais le montrer à la caméra. Vivre pour revivre, pour nous parler de quelque chose de précis. Et puis surtout, en préparant cette émission, vous nous avez parlé de l'art-thérapie. Cela nous interpelle. Surtout, vous avez entendu ce qui a été dit précédemment quant au rôle social de l'art. Je voudrais vous laisser réagir à cela. D'accord. Donc, merci tout d'abord pour l'invitation. Donc moi, pour la petite histoire, en fait, j'ai grandi au sein d'une famille toxique où les violences psychologiques étaient quotidiennes, insidieuse et très dévastatrice. J'ai subi durant longtemps en silence l'humiliation, le rejet, la manipulation et la destruction progressive de mon estime jusqu'au jour où j'ai décidé de dire stop, d'arrêter, de reprendre les règnes de ma destinée. Donc, chemin faisant, en fait, lors de cette reconstruction, mes exutoires furent la prière et la catharsis littéraire qui m'ont conduite à écrire un premier ouvrage intitulé Vivre pour revivre, à intervenir sur différents panels et à produire également mes propres conférences où je suis dans la sensibilisation et la prévention de la dangerosité de ce fléau social au sein de nos communautés africaines qui, encore aujourd'hui, sont très méconnues et très tues, malheureusement. Et fondatrice également de l'association internationale Renaissance dédiée à la reconstruction des âmes meurtries par le silence et lutter vraiment chaque jour à ce qu'elle soit une passerelle autour des questions de santé mentale pour pouvoir vraiment insuffler de l'espoir aux victimes, quelles que soient leurs circonstances. Et donc, quand vous parlez de santé mentale, c'est là que vous faites le lien avec l'art-thérapie? Exactement. Nous vous écoutons dessus. Parce que, en fait, pour moi, dans son essence, l'art, qu'il soit pictural ou scriptural, c'est une confluence, en fait, où s'embrassent les couleurs et les mots. Oui. La peinture, elle, par exemple, permet de pouvoir traduire ce que les lèvres ne peuvent nommer. Et l'écriture verbalise l'indicible. Donc, Vivre pour revivre, je me suis vraiment inspirée des témoignages de victoire des personnes que j'accompagne, parce que je fais de l'accompagnement aujourd'hui pour pouvoir mettre des mots, là où il n'y avait que des mots, M-A-U-X, et leur donner la possibilité de croire en la perspective d'un avenir reconstruit, parce que pour vivre, pour revivre, il est essentiel, tout d'abord, je pense, de pouvoir reconnaître, on peut dire, ses émotions, ne pas nier ses souffrances, ne pas nier ses hontes, ses craintes, ses doutes, mais de les accueillir comme un tremplin de rebondissement et ensuite reconnaître et accepter sa vulnérabilité, ses failles, sans en faire une faiblesse, bien évidemment, mais un point de départ vers la reconstruction. Ni une faiblesse, ni un trophée. Voilà, exactement. Le fameux « ce qui ne vous tue pas vous rend fort », vous vous retrouvez dans cette phrase-là. Je voudrais bien sûr, monsieur, mesdames, vous laisser réagir à ce qui vient d'être dit. Pauline Piernet, un mot peut-être rapport à ce que vous entendez de ce que nous présente madame sur le lien potentiel qu'il y a entre la capacité d'avoir une démarche artistique et le vécu. Alors, ça m'a touché ce que vous venez de dire. Merci. Et l'art-thérapie, j'ai essayé de voir ce que... En fait, j'avais une amie qui faisait aussi de l'art-thérapie. C'est vraiment quelque chose, je pense, il y a certaines personnes qui ont besoin de s'exprimer
justement en utilisant l'art de mettre toutes leurs émotions. Comme disait tout à l'heure Muriel, elle a parlé de se laisser, en gros, de mettre ses émotions, de mettre tout ce qu'on a en soi, tout ce qu'on fait dans la sculpture, comme elle le fait. Je pense que c'est vraiment un moyen de pouvoir guérir de certaines situations. Donc ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Je pense que ça va aider le plus grand nombre, nous voulons le croire. Louis, je vous laisse réagir à cela. C'est-à-dire que chez nous aussi, dans notre groupe, on a, par exemple, on est en liaison avec l'INECAT qui s'occupe de l'art-thérapie. Et parmi nos artistes, on a aussi pas mal d'artistes art-thérapeutes en même temps. Oui. Et c'est important, c'est ce que Pauline a dit et ce que vous venez de dire aussi. C'est-à-dire au niveau des couleurs, des tout, ça permet de reformer les gens, redonner un peu aux gens l'envie de sortir de ces problèmes vécus et de retrouver une autre voie, une nouvelle voie. Je voudrais vous demander de nous en dire un peu plus. Quand vous dites, vous parlez des couleurs, pour la meilleure compréhension de nos téléspectateurs, où voulez-vous en venir exactement? Je pense que la vision des couleurs, ça permet de situer, c'est-à-dire mentalement, des phases différentes dans son cheminement individuel. Et c'est important, c'est-à-dire à la fois un paysage ou une peinture, un tableau. Face à un tableau, ça permet aux gens, au niveau mental, de se projeter à partir d'une œuvre, de voir, parce que je pense que face à une œuvre picturale, chaque personne interprète différemment. Parfois, il y en a qui trouvent de la tristesse, d'autres qui trouvent que c'est de la joie. Parce que c'est le regard que chacun porte. Donc. Exactement. Mais justement, y a-t-il lieu de susciter cette... Alors, je mesure mes mots avec tout le respect que je dois à nos amis téléspectateurs, une éducation au regard, comment regarder les choses, parce que parfois on regarde, et des fois même des choses s'imposent à ce qu'on a devant les yeux, sans nécessairement être dans quelque quête que ce soit, mais quand on entend ce que vous exprimez, il y a quelque chose à saisir dans le regard que l'on porte, Sandra? Ce qui est sûr, c'est que comme je l'ai souligné tantôt, aujourd'hui à l'échelle continentale, donc je parle de l'Afrique parce qu'en Europe c'est un sujet qui est assez galvaudé, les violences psychologiques sont très stigmatisées. Les rôles sont inversés, la victime devient le bourreau, on ne peut pas en parler, c'est difficile, tu vas séparer la famille, tu vas diviser les liens familiaux. On retrouve aussi beaucoup de jalousie aussi entre la fratrie, d'autres enfants qui se considèrent plus enfants du père que les autres. On parle aussi des questions d'inceste, de viol, de marginalisation dans les couples. Ce qui fait que moi, je dirais personnellement que le premier facteur, en fait, la première clé fondamentale, c'est d'en parler. C'est d'abord d'en parler avant de chercher à trouver la solution à travers le regard des autres. Commencez d'abord vous-même à intérioriser vos mots, vos souffrances, vos peines. D'en parler, c'est-à-dire de s'en parler à soi-même. Voilà, d'abord de reconnaître, de ne plus être dans le déni, d'être dans la conscientisation qu'il y a un problème. On m'a fait du tort, voilà. Que je ne me dise pas qu'on ne m'en a pas fait. Voilà, se le dire à soi-même. Voilà, d'accepter que ce n'est pas moi qui suis le fautif, que ce n'est pas moi qui suis le coupable, mais que c'est d'une certaine manière la faute des autres. Bien, mais alors justement, et la question était par rapport à ce que vous dites, est-ce que le fait que le regard que l'on porte sur les situations que l'on traverse soi-même peut aussi être le regard qui permet de voir dans un coucher de soleil, c'est peut-être un peu poétique et pourrait paraître décalé, mais c'est peut-être quand même ce que vous essayez d'exprimer, et donc sur une toile, ou quand on lit un ouvrage comme le vôtre ou tout autre ouvrage, la réalité du monde autour de soi, est-ce que ça permet de relativiser? Bien sûr, totalement, parce que c'est une question de transmission. Oui. Peu importe le message que l'on apporte en fonction, parce qu'en fait c'est sensoriel, que ce soit le regard, le toucher, lui. Sensoriel est le juste mot. Voilà. Hein. Pour moi, je pense qu'on est en plein dedans, parce que ces arts thérapeutiques permettent vraiment de lutter contre l'oppression de l'âme. Donc pour moi, c'est vraiment, comme vous dites, la solution, la transmission, de pouvoir porter un message sur sa situation. Que ce soit à travers une sculpture, une peinture, vous êtes graviste, la gravure, l'écriture, le dessin, le théâtre, la musicothérapie. La danse. Voilà, la danse, la rumba. Voilà. On parle bien d'expression corporelle. Exactement. Quand on sait que exprimer veut dire sortir de soi corporellement, c'est parler avec son corps pour dire à la vie encore. C'est ça. Alors, Pascal Convert, est-ce que vous avez quelque chose à nous apporter sur ce que dit Madame
madame, un vécu difficile, il est des situations qui se suivent sans se ressembler. Et au milieu de tout cela, l'art. Eh bien, je ne suis absolument pas au fait de l'art-thérapie, mais pour moi, c'est passer par tout sauf les mots. Je pense que quand on a des vécus aussi difficiles, c'est les mots qui manquent. Et peut-être que, d'après ce que je comprends, c'est par des différentes techniques artistiques qu'on arrive à exprimer des choses sans passer par les mots, justement. Bien sûr. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bien sûr. Je ne peux pas dire que j'y connaisse grand-chose, malheureusement. Vous y connaissez beaucoup en art et c'est bien assez pour pouvoir... c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que les mots souvent sont soit censurés ou auto-censurés et que par les disciplines artistiques, justement, on peut peut-être réussir à sortir... Je retiens de ce que vous dites que là où on ne peut pas être entendu en exprimant les choses même très clairement, on peut l'être curieusement, j'ai presque envie de dire, avec une démarche artistique. Ça ne veut pas dire qu'il faille peindre soi-même, sculpter ou danser soi-même, mais le fait de pouvoir interagir avec ces codes-là, cela peut faire la différence? Oui, parce que je pense que nous avons les 5 sens et donc par ces 5 sens-là, il faut les exploiter pour pouvoir trouver une solution par soi-même aussi. Et à la fois, avec ce qu'on a vécu, on peut se confier à quelqu'un ou à quelqu'une en qui on a confiance. On a toujours besoin de l'autre pour nous aider un petit peu, pour nous comprendre nous-mêmes aussi, parce que c'est important. Parce qu'il y a une introspection qui est difficile. À ce moment-là, trouver une autre personne pour nous aider un petit peu, pour s'en sortir. C'est pour ça qu'on a peut-être aussi dans nos pays, on a besoin à la fois de psychologues ou psychiatres ou psychanalystes pour nous aider un petit peu, trouver une voie et de pouvoir s'exprimer après. C'est à nous de trouver après la solution, une fois qu'on nous a aidés, soit en exploitant par exemple la matière avec notre toucher, d'en faire de la sculpture avec nos sensibilités manuelles, soit avec nos yeux, de regarder, construire, par exemple, faire un film aussi, c'est aussi par le regard qu'on voit sur les autres, et ainsi de suite, et c'est très important. Et tous les arts peuvent nous aider à nous en sortir. Je voudrais à nouveau vous montrer cet ouvrage pour vous interpeller, vivre pour revivre. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et c'est de cela qu'il s'agit. Quelles que soient les situations, il y en aura toujours. Notre équation à chacun, finalement, c'est une question de responsabilité individuelle, c'est de pouvoir élaborer les choses. Et cette matière-là, toutes les pierres qu'on nous jette, qu'en faisons-nous? On peut faire une sculpture, on peut faire une exposition, on peut montrer de quoi on est capable. J'aimerais assez quand même que l'on parle du fait que l'art peut changer, la création artistique peut changer le regard sur le créateur de cette création au milieu d'un monde un peu commun. Je parle à l'asiatique, je parle à l'africaine que vous êtes l'un et l'autre. Est-ce que vous ressentez qu'au travers de vos démarches artistiques, c'est finalement, ou curieusement peut-être, tout un autre regard qui est porté sur la personne venue d'ailleurs, dont on pense que vous êtes seulement? Alors, pardon. Oui et non. Ça dépend. Ça dépend de qui regarde? Ça dépend de qui regarde ce qu'on fait. Alors, est-ce que la perception que vous pensez que l'on a de vous au travers de vos œuvres est différente ou par rapport à ce que l'on aurait pensé seulement de vous en échangeant avec vous? On dit « Ah, vous faites ceci et vous remontez dans mon estime ». On ne vous le formule pas ainsi, bien évidemment, parce que le monde est tordu. Quand on vous voit, on voudrait n'y voir que un monsieur venu d'Asie. Et pourtant, que pensez-vous? C'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai vécu ainsi aussi, de cette manière-là, parce que souvent, on regarde toujours au niveau physique de la personne, mais en oubliant que ce que l'autre personne a dans sa tête. Et c'est difficile, en fin de compte, de juger comme ça. Et souvent, on vit souvent sur des préjugés. Les préjugés. Et ça, c'est très mauvais. Les préjugés. Et ça, c'est un peu compliqué quand on a des préjugés. Et en fin de compte, c'est en vivant à côté des autres, parce qu'il ne faut pas oublier que le rapport humain se situe aussi au niveau c'est-à-dire de l'échange entre les uns et les autres. Et on a toujours dans la vie soif d'apprendre, parce qu'en côtoyant quelqu'un de différent ou quelqu'un de différent, on a toujours envie d'apprendre
L'autre peut nous apprendre quelque chose, peut nous apporter. Et dans l'art, c'est la même chose. C'est pour ça que dans notre association, avec les différentes disciplines artistiques, on s'échange entre nous pour savoir quelle est la technique. Et on apprend à connaître la personne, l'artiste, mais en même temps les uns des autres. Aussi les uns des autres. Et donc apprendre de soi-même, finalement, apprendre sur soi. Exactement. Et parce qu'on peut s'ignorer. C'est ça qui fait les liens aussi, et en rapport aussi avec le social, c'est le titre de votre émission. Oui. C'est important, c'est toujours un rapport, c'est du face à face. Ce qui m'exaspère en ce moment, c'est le monde moderne où on nous explique qu'à partir de l'image, par les réseaux sociaux et tout, c'est-à-dire tout ça, ça devient impersonnel. On n'a pas le contact réel. Or, la vie, c'est le contact, c'est le face-à-face. Et c'est ça qui est important. Et vous avez l'air tout à fait d'accord, Sandra. En tant qu'artiste, on a besoin de regarder l'autre, de faire le face-à-face. C'est comme ça. En même temps, quand on fait le face-à-face, quand on est face-à-face, on évite à utiliser tel ou tel mot dans notre langage, dans notre manière de s'exprimer. On essaie de se contrôler aussi parce qu'on ne peut pas dire tout n'importe quoi. Tandis que derrière une image, on peut se permettre, on se défoule. C'est ça que je regrette beaucoup. On vit dans un monde où tout le monde se défoule sur n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, mais la réalité n'est pas ça. Est-ce que vous pensez, Sandra, que les arts peuvent pacifier déjà les personnes qui, au-dedans d'elles, ont beaucoup trop de tumulte au point de porter préjudice aux autres? Est-ce que vous pensez qu'il y a des vertus dans ce sens? Peut-on en espérer quelque chose? Puisque vous l'avez dit, il y a des violences, il y a des préjudices, et rien n'y fait alors qu'il y a des lois, il y a toutes sortes de choses, il y a des codes de conduite, et personne finalement ne réussit à rester dans ce cadre. Je parle là des auteurs de toutes sortes, de tout type de violence. Pensez-vous que grâce aux arts, il puisse y avoir lieu de pacifier ce tumulte en ces auteurs de violence, quels qu'ils soient? Totalement. Totalement. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'art, c'est une transmission. C'est d'abord se connaître. Oui. Et j'en parle justement dans cet ouvrage « Vivre pour revivre », qui est divisé en 3 segments. Donc, le premier, c'est qui nous sommes, ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire de ce que nous sommes. Est-ce que vous voulez bien répéter cela pour que nos amis téléspectateurs prennent des notes? Alors, grand 1, qui nous sommes. Grand 2, pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Grand 3. Et ce que nous pouvons faire de ce que nous sommes. Bien, dans Lady vous écoute, nous tissons du lien social, nous vous réconcilions avec la vie, ce que nous dit notre invité, sur qui vous êtes. Peut-être vous ne vous êtes pas encore complètement découvert. Exactement. Ne manquez pas le rendez-vous avec vous-même. Petit tour de table avant de rentrer bientôt à la fin de l'émission. Est-ce que cela suscite quelque chose de nouveau ou pas du tout, Pascal, en vous, ce que vous entendez? Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis pas du tout, mon travail n'est pas du tout dans le cadre de ce que vous avez raconté, Sandrine, mais Sandra, pardon. Oh là là. C'est pas grave, on est dans l'art. Et ce n'est pas une violence. Hein, non, voilà. Soyons bien d'accord. Oui. J'ai des problèmes à mon âge avec les prénoms. Non, on est dans l'art. Mais non, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je suis plus dans une démarche, j'allais dire presque, comment dire, formelle, plus que d'exprimer des émotions. Mais je suis passionnée par ce que vous dites, je trouve ça formidable. Et si ça pouvait inciter les gens, en effet, à fréquenter des ateliers, parce que créer seul, c'est pas toujours facile. Mais à Paris, il y a beaucoup d'ateliers de la ville de Paris, entre autres, qui offrent des cours ou des initiations pas trop onéreuses en rapport avec les moyens de chacun. Et c'est vrai que c'est certainement une forme de thérapie passionnante. Nous allons donc rappeler quand même l'agenda. Nous sommes sur le plateau, nous avons bien sûr pris prétexte d'une actualité, de plusieurs actualités. Donc c'est la journée porte ouverte des artistes de Ménilmontant, c'est du 25 au 28 septembre 2025, ou à Ménilmontant quand même, hein, voilà. Et vous pourrez rencontrer les artistes. Ce qui est important, c'est de rencontrer ceux qui sont derrière leur réalisation, pouvoir interagir avec eux, peut-être aussi pouvoir, on veut le croire, susciter l'artiste qui sommeille en vous et au travers de cela, vous réconcilier vous-même avec cette vie qui a ses hauts et ses bas. Il y a aussi une date, vous avez un rendez-vous dans les jours qui viennent, c'est une conférence, voulez-vous nous en parler quelques minutes? Demain, le 20 septembre, qui se tiendra à la Maison de l'Afrique, 4 rue Galilée, Paris 16e. L'entrée elle est gratuite, ouverte à tous. Et donc, la seule chose que vous devez faire, c'est la volonté.
tout simplement. Juste vouloir et vous y rendre. Il y aura différents panels d'intervenants, notamment on va soulever les problèmes d'inceste au sein des familles, les viols, les femmes battues dans les couples, pas battues forcément physiquement, pas que je minore, mais la violence psychologique, elle est très, très, très dévastatrice, très silencieuse, et c'est ça qui rend cette violence assez vicieuse. On va mettre en avant aussi les parents d'enfants différents, parce que j'aime pas dire mais différents, voilà, différents, autisme, drépanocytose, diabète, et on va parler aussi de la complicité et du soutien mutuel dans un couple, que l'on peut réussir tout en étant mari et femme, qu'on arrête la stigmatisation de dire que non, on ne mélange pas le mariage et l'argent, que c'est pas possible, et qu'à deux, comme le disait tout à l'heure lors du premier passage de cette émission, la dame qui disait qu'elle aime beaucoup les danses à deux, moi j'aime beaucoup en fait la complicité à deux, la transmission, le travail, l'élévation à deux, quoi, voilà, être un témoignage, un vecteur de progrès pour diverses personnes, tout simplement. Cadeau pour moi, je saisis l'occasion de rappeler que oui, le mariage n'est pas un duel, c'est un duo. Voulez-vous réagir, Pauline, avant que nous puissions rendre l'antenne sur donc, ce rendez-vous de Ménilmontant en quelques mots? Oui, alors, toute personne qui a écouté cette émission, nous vous invitons jeudi 25, 26, 27, surtout ne manquez pas parce qu'il y a une palette d'artistes à découvrir vraiment. Mettez vos baskets et venez vraiment découvrir la ville de Ménilmontant à travers les arts qui seront exposés. Car la ville aussi est une œuvre d'art, il faut le dire. On n'aime pas tel ou tel lieu, mais c'est le regard qui fait toute la différence. Je voudrais que l'on regarde un petit coup de rumba à Paris pour faire la boucle de nos agendas en espérant n'avoir rien oublié. Avant que de vous dire quelques mots pour nous séparer, on y retourne. Il faut danser, danser pour vous exprimer par le corps en tout bien, tout honneur, n'est-ce pas? Là où on a voulu vous museler et que vous n'avez pas pu exprimer les choses que vous ressentez, que vous vivez et que vous subissez. Je danse la rumba à Paris. On regarde ceci avant de finir. Paris, la ville lumière, vous invite à vivre une soirée exceptionnelle. Le 15 novembre 2025, plongez au cœur de la culture congolaise lors de notre dîner-gala dédié à la rumba congolaise. Rejoignez-nous dans le cadre prestigieux de l'hôtel intercontinental Paris-Champs-Élysées pour une soirée d'élégance, de saveur et de rythme endiablé. Dégustez un menu gastronomique aux saveurs congolaises dans une ambiance conviviale et raffinée. À partir de 19h, le 15 novembre 2025, vivez la passion de la rumba portée par des artistes de renom et dansez jusqu'à minuit. Ne manquez pas cette occasion unique de célébrer la culture congolaise à Paris. C'est à dessein que nous voulons terminer sur cette note heureuse et vous encourager au moins à danser parce que danser ne coûte rien. Vous n'allez pas payer qui que ce soit pour danser. Vous pouvez de votre propre initiative danser et ça change certainement la vision que vous avez de vous-même et du reste. Un mot de la fin, chacun succinctement, Monsieur le Président, un mot. Je pense que là, en regardant la rumba, et comme j'aime bien danser aussi, je trouve qu'en fin de compte, il y a un certain temps déjà, il y a un ami africain qui m'a dit « mais toi, tu danses comme un Africain ». C'est un compliment. Ah exactement ça. Et beaucoup de gens me disent « mais je pense qu'en fin de compte, il y a un problème, le rythme, et c'est important ». Vous avez le rythme dans la peau ? Exactement, je crois que c'est ça. Sandra, votre mot de la fin. Je voudrais dire à tous ceux et celles qui me regardent que je suis la preuve vivante que la douleur peut devenir féconde et que toute obscurité, peut naître la lumière. Donc pourquoi pas vous? Voilà. Je vous laisse le mot de la fin, Pascal. Oh, quelle responsabilité. Le vôtre. Eh bien, moi, je voudrais dire, venez nous voir à Ménilmontant, découvrir le quartier qui est merveilleux et puis parler avec les artistes et poser des questions, beaucoup de questions. Pauline Pierné, le mot de la fin.
Alors, moi, ce que je vais dire, j'ai déjà dit quelque chose à peu près. Voilà, venez à Ménilmontant. Alors, moi, je serai dans l'atelier 46, numéro 46, 4 rue Boyer, voilà. 15 020. Au moins, c'est clairement dit. Vous voulez rencontrer Pauline avec ses œuvres, parler, savoir sa démarche artistique. Vous l'avez entendu. Merci d'avoir été fidèle à nos programmes. Et puis aussi, c'est pour découvrir des lieux insolites que beaucoup de gens ne connaissent pas encore dans le 20e. Ça avait été déjà dit. Il faut découvrir Ménilmontant. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Depuis 2008, Lady vous écoute@gmail.com. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez participer à cette discussion, donner votre point de vue sur ce qui a été dit par nos invités. Nous partagerons vos messages. Je voudrais terminer en vous disant que quand on parle de l'art, on parle de la création. Et quand on parle de création, on ne peut pas parler du créateur. Ouvrez votre Bible. Rendez-vous dans notre programme prochain. À bientôt. Merci.